peux reprendre. Je disais ceci. Monsieur le Président, lorsque nous étions membre de la Convention, comme vous le savez, j'ai compris avec l'entreprise nécessairement de la Convention et tout le monde a pu nous savoir. Ils sont les faits des groupes armés nationaux et étrangers. Ils causent massacres, pillage, destruction des infrastructures, violences sexuelles et déplacement des populations. Il y a un autre micro là. Le vôtre ne fonctionne pas. Je disais qu'ils sont le fait de groupes armés nationaux et étrangers. Ils causent massacres, pillages, destruction des infrastructures, violences sexuelles et déplacement des populations. À ce jour, selon l'OCHA, on compte plus de 7 millions de déplacés internes. La situation humanitaire est très critique avec peu d'accès aux soins, à l'eau potable et à l'éducation pour les déplacés. Cette crise sécuritaire et humanitaire a atteint son paroxysme avec la résurgence à partir du mois de novembre 2021 du mouvement du 23 mars M23 sigle, avec le soutien avéré du Rwanda et du provenu Joseph Kabila Kabange au plan interne, alors qu'en 2013, ce mouvement avait été militairement vaincu. Avec le soutien actif des forces de défense du Rwanda, RDF en sigle, les terroristes du M23 vont prendre le contrôle de plusieurs localités dans le territoire de Rutshuru, Masisi, Niragongo et Walikale, plongeant ainsi ces zones dans une situation d'instabilité sécuritaire et de crise humanitaire. Le 13 juin 2022, la cité de Bunagana passe sous leur contrôle. Le 15 décembre 2023, à Nairobi, au Kenya, M. Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, de 2015 à 2021, annonce la création de l'Alliance Fleuve Congo, FC en sigle, qui coalise avec le mouvement du 23 mars. Lors de son audition à l'état-major du renseignement en date du 5 janvier 2024, M. Eric Nkuba, membre cofondateur de l'AFC, a déclaré avoir, le 15 mai 2023 à Kampala, entendu le prévenu converser avec M. Corneille Nangaa, avec qui il était en contact régulièrement. Nous voulons juste établir le lien entre ce mouvement et le prévenu Joseph Kabila. Je viens de dire tout à l'heure, déjà lors de son audition, l'un des membres cofondateurs AFC, le nommé Nkuba, avait été capturé, entendu par les services de renseignement. Il a déclaré avoir fait une conversation entre le prévenu Kabila et le condamné Nangaa. Et à cette occasion, le prévenu Kabila disait à Nangaa que non, voilà, les Rwandais ont décidé d'assassiner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Mais lui, par contre, a conseillé au Rwanda de le faire partir par un coup d'État. C'est ça justement le lien. Cela prouve à suffisance qu'il était déjà à l'époque en connexion parfaite, en intelligence parfaite avec le Rwanda. Mais si vous devez conseiller au Rwanda, cela veut dire quoi? Vous êtes ensemble. Or, le Rwanda, justement, soutient le M23. Donc, vous êtes effectivement ensemble avec cette coalition. Ce lien-là est direct. J'insiste sur ça. Il faut établir le lien
entre le mouvement terroriste M23 et le prévenu Joseph Kabila. Je viens de le montrer. Et je le tiens, monsieur le président du Seigneur juge, du témoignage du nommé Ngouba. J'ai avec moi son PV. Je peux même vous le lire. Ce PV avait été lu autrefois devant votre auguste cour par le greffier. Je prends juste un extrait. Puisque au départ, nous devons établir ce lien-là. Puisque les gens ne racontent n'importe quoi. Mais nous nous basons sur des pièces fiables. Et PV établis par les officiers politiques judiciaires. La question avait été articulée comme suit. Avez-vous certaines vérités à nous dire? Oui, d'abord, j'avais entendu personnellement M. Nanga Corneille échanger au téléphone avec M. Joseph Kabila. Il précise même la date. Le 15 mai 2023 à Kampala, M. Joseph Kabila disait que le Rwandais avait un plan d'assassiner plutôt le président Félix Tshisekedi, mais il les a conseillés de ne pas le faire car il risque de sortir, je reprends ce qui est écrit, un héros national. C'est mieux de faire un coup d'État pour le faire partir dans le calme. Ce sont les propos du nommé. L'officier du chef public n'a rien inventé. Ce sont des pièces de justice. Ce sont des procès-verbaux qui font foi. Et pas loin. Le même, le groupe avait déclaré ce qu'il dit. C'est la question 14 du procès verbal établi au niveau de l'état-major renseignement. Quel est l'objectif de Nanga Corneille? Réponse, ce dernier travaille au profit de M. Joseph Kabila. Je n'ai rien inventé. Ce dernier travaille au profit de M. Joseph Kabila. Mais, le monsieur n'est que coordonnateur. Mais au-dessus du coordonnateur, il y a un président. Donc, lorsque vous travaillez en faveur de X, donc c'est celui-là qui est votre patron. Et vous avez suivi, monsieur le président du Seigneur juge, les déclarations du ministre Nzangi, natif du coin, qui déjà en 2013 avait déclaré que le véritable patron du M23 n'est autre que le prévenu Joseph Kabila Kabange. Et cela lui a valu une arrestation. Il a été arrêté, poursuivi même, condamné pour, je suppose, je n'ai pas le dossier en main, pour propagation certainement de faux bruits. Aujourd'hui, l'histoire lui a donné raison. Et vous avez suivi, avec image à l'appui, ces déclarations. Et le seul ministre est en vie, il est ici. C'est ça le lien. Donc c'est un élément important, démontrer le lien entre ce mouvement avec le prévenu, tout comme avec le Rwanda. Cela étant, monsieur le président, nous poursuivons avec l'effet de la cause. Au cours de leur entretien, Rinkuba a attendu le prévenu confier à son interlocuteur précité que le Rwanda avait un plan visant l'assassinat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC. Mais lui avait conseillé au Rwanda la non-exécution du dit plan qui allait faire de la victime un héros national. Il fallait plutôt le chasser du pouvoir par un coup d'État. Nous déduisons des déclarations de M. Rinkuba que le prévenu entretenait des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère, hostile à notre pays, et qu'ensemble avec Orné Nanga, ainsi que d'autres membres de la coalition AFCM 23, le prévenu envisageait de renverser par les armes le régime constitutionnel en place. Forte du soutien du Rwanda et du prévenu, la coalition M23-FC a commencé à s'aimer morts, viols, pillages, destructions et autres actes inhumains dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le 3 mai 2024, la coalition M23-AFC lance une attaque aérienne ciblée par le largage de 5 bombes dans le camp des déplacés de Lushagala et de Mungunga, qui causa des pertes en vie humaine de 31 personnes, en l'occurrence les nommés Jafet Bienda,
Nyarasabinana Bonnier, bébé Masseri, bébé. Donc ce sont des bébés qui ont été massacrés suite au largage de cette bombe-là au camp des déplacés de Luchagala. Bébé Maoro, bébé Anissa Lima, bébé Priska Kachichi, bébé Niera, Bikolo, Fura, tout ça ce sont des bébés. Sifa, Kaindo, Tumusifu, Bisimwa, Christelle, Wiwa, Sarah, Chance, Asifue, Merveille Balume, Edwige Sifa, Ungu Innocent, Jonas Birimpouye, Luneo Bouma, Daoudi, Christophe Mouira, Medanda Yabimbale, Meriette Naweje. La même attaque a provoqué des blessures graves sur 21 autres personnes civiles, dont le nom suivant. Adeline Tougane, Noëlla Ndole, Jojo Maombi Kanyere, Samuel Moïse Henry, Hope Mubuya, Matene Moussalia, Jean d'Arc Mobanji, Kabuo Tachuva, Murungani Amuli, Mapenzi Francine, Kabumba Bouira, Nema Maniro, Théophile Arera, Baraka Ndianabo, Régine plutôt Furaha, Elod Chachuva, Judith Kiou, Imani plutôt Nabo. En fait, ce sont des victimes de ce largage. Il y a eu non seulement des morts, mais également des blessés graves. Certaines personnes sont même devenues à ce jour des handicapés, des invalides, par le fait de cette coalition. Le 9 février 2025, 13 jours après la prise à force ouverte de la ville de Goma, mandat du 27 janvier 2025, des milliers de déplacés internes vont subir une déportation forcée depuis le camp de Boulengo, Bushagala et Kanyaruchina vers une destination inconnue, et ce, en violation des conventions de Genève protégeant les personnes civiles. Le 11 février 2025, à Niragongo, plus précisément dans la localité de Kiziba 2, les terroristes de la coalition M23FC vont exécuter sommairement par balle le chef de localité et 3 membres de sa famille. Les images sont versées au dossier, Monsieur le Président, distingué juge. Vous pouvez poser la question au officier ministère, mais vous tenez cela de qui? Nous avions fait des recherches, Monsieur le Président. Nous avions travaillé avec certains documents publiés par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Non seulement ça, mais le rapport d'experts des Nations Unies qui reprennent tous ces faits avec force détail. Et il n'y avait pas que ça qu'on fait. Ben, vous avez suivi le dernier intervenant, il vous dit que non, lui, il avait 100 dossiers. Mais moi, j'avais épinglé plus de 1000 dossiers. J'ai juste pris les cas les plus saillants, Monsieur le Président du Sénégal. Donc, il y a tout un syllabus où on reprend de façon détaillée tous les faits perpétrés par ce mouvement. Et jusqu'à ce jour, ce mouvement continue à s'aimer désolation. Et dernièrement, nous avons suivi. Il y a plusieurs personnes qui avaient été récemment tuées. Donc, il continue, Monsieur le Président, à massacrer les populations. Le 25 février 2025, toujours à Niragongo, dans la localité de Gagny, ils vont commettre l'homicide collectif de 15 hommes brûlés vifs à l'intérieur d'un buisson. Ils vont s'emparer d'un buisson. Ben, non seulement ces gens avaient été mal torturés, mais avant de quitter le lieu, ils ont carrément mis le feu. Et tous ont été calcinés. Le 28 février, ils vont lancer une attaque contre l'hôpital CBK Ndosho. Cette attaque sera suivie de l'enlèvement et de la détention illégale de 116 patients soupçonnés d'être des militaires ou affiliés à l'armée nationale. Ben, Monsieur le Président, je tiens cela de qui? Du haut commissaire aux droits de l'homme. Ça ne vient pas de moi, Monsieur le Président, je n'ai rien inventé. Je n'ai pas l'habitude d'inventer, Monsieur le Président, puisque la charge du rapport incombe à l'officier du ministère public que nous sommes. Ben, ici, j'ai d'abord le rapport. C'est le Conseil de sécurité. La lettre est datée du 3 juillet 2025, adressée au président du Conseil de sécurité par le groupe d'experts sur la République démocratique du Congo. Et ces faits-là sont repris. Ici, nous avons
la note du haut commissaire aux droits de l'homme. Et il fait également état justement de cet enlèvement. C'est écrit quelque chose. Voilà. On reprend tous ces faits-là. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Hein. Un exemple particulièrement choquant. Dans la nuit du 28 février, des combattants du M23 ont attaqué 2 hôpitaux à Goma, l'hôpital de Ndosho et l'hôpital de Île Africa. D'après les informations reçues, ils auraient tiré à l'intérieur des bâtiments et enlevé 121 patients, les accusant d'être des soldats congolais ou des membres des milices Ouazalendo. La plupart de ces personnes restent introuvables à ce jour. La plupart de ces personnes restent introuvables à ce jour. Cela veut dire quoi? Mais elles ont été carrément massacrées, tuées. Ça, c'est une sorte d'euphémisme. Il n'a pas voulu dire que non, voilà, ils ont été tués. Il dit tout simplement, la plupart de ces personnes demeurent introuvables jusqu'à ce jour. Voilà. Il voulait en réalité dire qu'ils ont été massacrés. Mais comme c'est un diplomate, il s'est réservé, monsieur le président du Sénat. Jusqu'à ce jour, ça fait combien de temps? Depuis le mois de février, jusqu'à ce jour. Ces personnes demeurent introuvables. Pour l'organe de la loi, ces personnes ont été bel et bien massacrées. Je poursuis, monsieur le président du Seigneur juge. Le 11 mars 2025, un mois après la prise en force ouverte de la ville de Bukavu, le 11 février 2025, 5 éléments de la coalition FCM 23 vont violer, en présence de son fils, une femme, précisément au camp militaire de Sayo. Ils ont maîtrisé la famille et ils vont se permettre de violer une dame en présence de son fils. Mais ça, c'est traumatisant pour l'enfant. L'enfant va garder des blessures intérieures. Même cette dame-là, vous connaissez les conséquences de viol. Cela pourrait entraîner un rejet au niveau de la société. Surtout par rapport à nos coutumes. Celle-là, en fait, elle a été violée. Vous comprenez, monsieur, ce sont des faits extrêmement graves. Et le 13 mars 2025, des éléments de la coalition FCM23 vont torturer un homme âgé de 22 ans, le suspectant d'être en contact avec les FARDC. Le 18 mars 2025, ils vont à Bukavu violer une femme lors d'une excursion effectuée dans le centre médical d'Irambo. Dans un centre médical, une malade. On entre dans le centre, monsieur, on s'empare de la dame et on lui pose des relations sexuelles. C'est de l'animalité, comme l'a si bien dit un des avocats de l'État. Le 22 juin 2025, ils vont dans le territoire de Walloum, plus précisément à Mounzis, commettre l'homicide intentionnel de 17 civils, dont les 10 ci-après ont été identifiés. Taori Wulikatema Mugula, David Bissimo Azidane, Pindolo Wangisho, Mwene Katema, Pascal Bikalira, Lusinga, Murengwa Mwa, Bugore, Machanza Sikuli. Le 23 février 2025, alors que les voix s'élevaient de partout pour condamner les actes cruels susdécrits, perpétrés par les terroristes de la coalition FCM 23, dans les villes et territoires passés sous leur contrôle, le prévenu va accorder au journal sud-africain Sunday Times une interview au cours de laquelle il va soutenir que le mouvement M23 représente les aspirations du peuple congolais. Et c'est à tort que le gouvernement de la RDC le considère comme un mouvement anarchique sans revendication légitime, aux marionnettes d'un État. Cela ne vient pas de nous, cela vient de la bouche du prévenu Joseph Kabila Kabange au cours d'une interview accordée au journal sud-africain Sunday Times. Et il a dit, monsieur le président du Seigneur juge. Donc, il a soutenu que ce mouvement représentait les aspirations du peuple congolais. Ça, c'est également un lien, monsieur le président. Et la pièce J au dossier. Nous l'avions versé, je l'ai avec moi ici. S'il faut, je dois chercher à retrouver la pièce, ça va vous prendre du temps. Moins, la pièce J au dossier. Il a fait ses erreurs. Ça, c'est un troisième lien.
Premier lien, je vous ai dit, le cas de Nkuba qui a été entendu. Il a suivi la conversation entre le prévenu et M. Nanga. Et le même Nkuba dira que non, voilà, Nanga a travaillé en faveur du prévenu. Et enfin, lui-même, le prévenu, au cours de cette audience-là, a soutenu avec force que ce mouvement-là représentait les aspirations du peuple. Donc, cela veut dire qu'ils sont tous ensemble, intimement liés. S'agissant enfin de l'organisation par le prévenu du mouvement terroriste M23, il s'y est de relever qu'alors qu'il séjournait à l'étranger, il accordera une interview filmée au cours de laquelle il exprima sa volonté de rentrer au pays le 18 avril 2025 par sa partie orientale, plus précisément par Goma, pendant que cette partie du territoire national se trouve sous occupation de l'armée rwandaise à travers le mouvement terroriste FC M23. Toujours au cours d'une interview, en date du 18 avril, il dit que non, voilà, il doit rentrer au pays par sa partie orientale, à savoir le Nord Kivu. Monsieur le Président, tel que vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous rendre au Nord Kivu aujourd'hui, là, tel que vous êtes là? Même les avocats qui sont là, est-ce que vous pouvez vous rendre au Nord Kivu? Hein? Donc pour y aller, il faut passer par le Rwanda. Pour que le Rwanda vous autorise à y accéder. Mais il faut être ensemble avec le Rwanda. Ça, c'est un autre lien, Monsieur le Président. Je suis en train de rappeler les liens. Premier lien, Cuba. Ces déclarations. Deuxième lien, je viens de le montrer. Hein? Sans détail. Troisième lien, il doit rentrer où? Par la partie est de la ville. Et lorsque je me suis présenté devant le Sénat, solliciter la levée des immunités, Monsieur le Président, on m'a posé une quarantaine de questions auxquelles j'ai répondu. Et j'ai dit au même sénateur, vous, tel que vous êtes là, vous pouvez vous rendre aujourd'hui au Nord Kivu. Ils étaient en train de se regarder pour dire, oh non, on ne peut pas. Alors pourquoi pas? C'est tout simplement parce que vous n'avez pas de lien d'alliance avec ce mouvement. Il n'y a que ceux qui ont des liens d'alliance avec le Rwanda qui peuvent justement passer par là avant de rejoindre le Nord Kivu, tout comme le Sud Kivu. Je suis en train de vous démontrer les liens. Je poursuis. Je disais que il accorda une interview filmée au cours de laquelle il exprima sa volonté de rentrer au pays le 18 avril 2025 par sa partie orientale, plus précisément par Goma, pendant que cette partie du territoire national se trouve sous occupation de l'armée rwandaise à travers le mouvement terroriste AFC M23. Veut qu'il a par la suite concrétisé une fois arrivé dans la ville de Goma, il organisant sans abâche la coalition FC M23 par la convocation de plusieurs réunions dans le but de galvaniser ses collaborateurs. Monsieur le Président, les pièces sont versées au dossier. Je ne sais pas si rapidement je peux tomber sur les photos. Oui, vous verrez les photos, Monsieur le Président, distingué juge, de son passage. Donc il a concrétisé ce qu'il avait promis, Monsieur le Président, distingué juge. J'ai avec moi les pièces, vous allez voir de manière claire la présence du prévenu à Goma. La pièce, elle est là. Et voilà. Les photos sont là. Hein? Le prévenu est là. Ainsi que ses alliés. Vous voyez un peu Nanga. Et à côté, il y a le nommé. Comment il s'appelle ce monsieur-là? Le Bertrand Bissimo est là. Il y a également Ikaya Bin Karoubi qui est là. Ils sont tous là, Monsieur le Président. En train de poser. Et puis il y a également ça, la réunion qu'il a présidée, un peu. C'est lui qui est au centre. C'est lui qui présidait la réunion. En principe, si c'est Nanga qui était le patron, logiquement, c'est plutôt le prévenu qui devait se rendre vers Nanga. Non, c'est le contraire. Qui a été réalisé ici. C'est par contre Nanga le coordonnateur. Donc il est simple coordonnateur, le président. Il est allé vers son chef. Et où? À la résidence du prévenu. Et où ils ont été même fouillés avant d'y accéder. Vous vous rendez compte? Fouillés avant d'y accéder. Vous comprenez? Donc, ils devaient se rendre justement auprès de leur commandant-chef. Et avant d'y accéder, ils ont été fouillés. Et voilà, la réunion est présidée par qui? Mais celui qui préside
la réunion. Et Nang était là, tout petit, en train de sourire, de recevoir des instructions. C'est ça le lien, monsieur le président du Seigneur juge. Donc nous tablons sur base des pièces que nous avons versées au dossier. Baissons tout cela. Voilà. Celui-ci, je crois, c'est Bertrand Pierre. Voilà, ils sont là. Oui, généralement, nous sommes des militaires. Non? Lorsque vous êtes ensemble avec un chef, qui se met à gauche? Ben, c'est le subalterne. Oui. Ici, à droite, on voit le prévenu. À gauche, le subalterne Bissimo. N'est-ce pas? Voilà, monsieur le président, la démonstration que l'officier Michel a voulu faire à votre intention. Nous poursuivons. Je disais ceci. Il a organisé sans abâche, en fait, il s'est rendu à Goma, et il a organisé sans abâche la coalition AFC M23 par la convocation de plusieurs réunions dans le but de galvaniser ses collaborateurs. De la ville de Goma, il s'est rendu au centre d'instruction de Rumangabo, inspecter les troupes en formation. Vous vous rendez compte, monsieur le président? Il s'est rendu où? À Rumangabo, inspecter les troupes en formation. En tant que commandant en chef, il est allé inspecter les troupes en formation où? À Rumangabo. Ensuite, il a effectué le déplacement de Bukavu dans la province du Sud Kivu, où il a mené les mêmes activités. De là, il est allé à Tchanzu, dans le territoire de Ruchuru, en passant par Ruwengeni, au Rwanda. Donc, il est allé à Tchanzu, en passant par Ruwengeni, au Rwanda. Mais pour passer par là, monsieur le président, il faut être allié. À Ruwengeni, non, un citoyen normal ne peut pas passer. Sinon, monsieur le président, on vous égouille. Mais lui, il est là, il est passé, accueilli avec pompe. Et clôturer la formation militaire des civils recrutés de force. Ou à Tchanzu, en passant par le Rwanda. Tels sont les faits hautement répréhensibles que nous reprochons au provenu Joseph Kabila Kabange. Ce dernier ayant deux statuts, à savoir celui d'ancien président de la République et lui et celui du sénateur à vie, il importe de préciser lequel des deux a été pris en compte dans le cadre des présentes poursuites. En effet, au terme de l'article 167 alinéa 2 de la Constitution, pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. Vous savez, il y avait un problème par rapport à l'interprétation de ce texte, monsieur le président. Puisque, au fait, même lorsque je suis retrouvé au Parlement, plusieurs questions m'avaient été posées, notamment en ce qui concerne le statut des anciens chefs d'État. J'ai avec moi ce statut. Il y a une disposition qui posait problème là. L'article 8 du statut, que d'aucuns ont toujours très mal interprété. Mais pour comprendre cette disposition, il faut d'abord se référer à la Constitution, c'est-à-dire l'article 167 alinéa 2. Voilà ce que dit ce texte. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des 2 tiers des membres de 2 chambres du Parlement réunis en congrès, suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. C'est comme ça que d'aucuns ont soutenu que non, étant ancien chef de l'État, il fallait nécessairement passer par le voie du congrès. Mais moi, je vais vous démontrer le contraire. Prenons l'article 167. Il est dit ceci: pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Cela veut dire quoi? Je vous donne un exemple concret. Il y a un président en fonction. À l'époque, il était président en fonction. Il commet une infraction en dehors de l'exercice de ses fonctions. Il est allé prendre un verre quelque part. Il se livre à un combat et a entraîné, par exemple, mort d'homme. L'article 167 dit ceci: les poursuites sont suspendues. On ne sait pas le poursuivre pour des actes perpétrés en dehors de l'exercice de ses fonctions. N'est-ce pas? Même la prescription, elle est suspendue.
le délai pendant lequel l'action publique peut être enclenchée. C'est ça la prescription. Suspendu, tout est suspendu. Mais c'est après son mandat que les victimes peuvent se plaindre. Vous comprenez? C'est ça le sens de l'article 108, et plutôt 8. Donc, en dehors de l'exercice de ses fonctions. Mais ce n'est pas ça, monsieur le Président. Ça, c'est autre chose. Donc, c'était une interprétation incorrecte de cette disposition. L'article 8. Et puis, nous irons plus loin. Puisqu'on parle du Congrès, je vais le dire avec force de tête tout à l'heure. Il faut amener ce cas-là. Mais c'est pour des faits perpétrés en dehors de l'exercice de ses fonctions, alors qu'il est en fonction. C'est ça, en fait. Des faits perpétrés en dehors de l'exercice, alors qu'il est en fonction. Les poursuites sont suspendues. La prescription est également interrompue. Eh bien, c'est juste après qu'on peut engager les poursuites. Et ce sont ces faits-là qui doivent être posés devant le Congrès. Mais vous constaterez une chose. Les matières pour lesquelles le Congrès doit s'appuyer sont limitativement déterminées par la loi. Et vous constaterez, même dans le règlement intérieur du Congrès, on ne prévoit pas la levée des immunités. On ne prévoit pas. Alors le Congrès devait être convoqué pour faire quoi? Monsieur le Président du Seigneur juge. Donc c'était une loi sur mesure, préparée pour les besoins de la cause, en vue de consacrer l'impunité. Donc c'est une loi anticonstitutionnelle même. Bon, ça c'est pas notre rôle. Hein. Nous ne sommes pas des juges constitutionnels. Nous ne sommes pas des juges constitutionnels. Voilà, c'est la démonstration que j'ai voulu, en fait, vous donner. Et je vais expliquer maintenant. Dans les cas soumis à votre examen, les faits pour lesquels nous avions sollicité la levée des immunités, dont jouissait le prévenu Joseph Kabila, sénateur à vie, n'ont pas été commis en dehors de l'exercice des fonctions pendant la durée de son mandat en tant que président de la République. Ils ont été perpétrés longtemps après la cessation de ses fonctions du président de la République, donc en qualité de sénateur à vie, titre lui reconnu par l'article 104 alinéa 7 de la Constitution. Par l'article 8 de la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République, élus ne doivent pas lui être appliqués. Et c'est pour deux raisons résultant d'une part de l'article 119 de la Constitution que nous venons de lire et d'autre part de l'article 8 de la loi relative au statut des anciens présidents de la République. L'article 119 de la Constitution dispose que les deux chambres, je viens de le dire tout à l'heure, les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants. Primo, la procédure de révision constitutionnelle, conformément aux articles 218 à 220 de la présente Constitution. Donc, pour que les chambres se réunissent en congrès, primo, d'abord, c'est par rapport à quoi? La procédure de révision constitutionnelle. Deuxièmement, l'autorisation de la proclamation de l'état de siège, d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution. Troisièmement, l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation, conformément à l'article 77 de la présente Constitution. Quatrièmement, la désignation de 3 membres de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 158 de la présente Constitution. Est-ce que vous avez vu ici, Monsieur le Président, la levée des immunités? Ce n'est même pas prévu. Même si vous tombez sur, au fait, le règlement d'ordre intérieur du Congrès, ce n'est pas prévu, Monsieur le Président. Vous comprenez? C'était un stratagème pour consacrer l'impunité. Fort heureusement que le législateur aussi, au fait, est très intelligent. Il a pu nous permettre justement d'utiliser d'autres voies pour atteindre l'objectif que nous nous sommes assignés. C'est-à-dire mener des investigations en passant par le Sénat, que nous avons eu à convaincre avec des arguments que je viens de développer. Puis au fait, j'ai comparu devant 40 sénateurs, la commission spéciale présidée par l'honorable Lutundula, et tous les 40 ont voté pour Monsieur le Président du Seigneur juge. Et ils ont amené le rapport devant la grande plénière, qu'il a adopté également à la majorité. C'est l'occasion pour nous de remercier non seulement le Sénat à travers son président, mais également le membre de la commission spéciale qui avait été dirigée par M. l'honorable Lutundula. Je poursuis, Monsieur le Président. Et l'article 8 de la loi du 26 juillet portant statut des anciens présidents de la République dispose, pour les actes posés, dont j'ai déjà expliqué,
en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président, et lui sont soumises au vote à la majorité de 2 tiers des membres des 2 chambres du Parlement réunis en congrès suivant la procédure prévue par son règlement. Quand vous lisez le règlement, ce n'est pas prévu. Quand vous lisez les matières au fait que le congrès doit se réunir, c'est déterminé limitativement par la loi, l'article 119 de la Constitution, c'est 4 points. On ne parle pas de la levée des immunités. Le règlement intérieur du Sénat, en son article 144, a intégralement repris les dispositions de l'article 119 précité de la Constitution. Donc le Sénat, à travers son règlement, l'article 119 précité, a repris justement l'article 119 précité de la Constitution. C'est-à-dire où on reprend de façon limitative les cas pour lesquels le Congrès doit se réunir. Nous trouvons en face des faits que le prévenu Joseph Kabila a commis pendant qu'il est sénateur à vie. Seul le Sénat peut compétemment lever ses immunités en vertu de l'article 107, alinéa 2 de la Constitution. En son article 11, points 24 et 25, le Sénat a intégré la disposition constitutionnelle sus-évoquée. Monsieur le Président, distingué juge, tels sont les faits reprochés au prévenu Joseph Kabila Kabange, qu'il est désormais de discuter en droit. Nous passons maintenant à l'examen en droit de tous ces faits. Confrontés au droit, les faits ci-dessus articulés sont constitutifs des infractions ci-après. Crime de guerre prévu et puni par l'article 223 du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 15/22 du 31 décembre 2015, apologie des actes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, des actes de terrorisme et de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité prévus et punis par l'article 206 du Code pénal militaire. Trahison prévue et punie par l'article 182.1 du Code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour. Complot prévu et puni par les articles 196 et 213 du Code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour. Et la participation à un mouvement insurrectionnel prévu et puni par les articles 136 et 139 du Code pénal militaire. Analysons chacune de ces infractions l'une après l'autre. Primo, les crimes de guerre, article 223 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété par la loi numéro 015/2022 du 31 décembre 2015. Aux fins de la loi ci-haut citée, on entend par crime de guerre des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 à travers l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par des conventions de Genève. A. L'homicide intentionnel plutôt. B. La torture ou les traitements inhumains, cruels ou dégradants, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique, mentale ou à la santé. C. La destruction ou l'appropriation des biens non justifiés par des nécessités militaires exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. Et le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie. C'est le cas notamment, Monsieur le Président, a carrément pris de force certains jeunes pour qu'ils aillent servir dans une puissance, dans une armée étrangère. Et ils sont même formés au Rwanda, de force. C'est un crime de guerre. Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie. C'est le cas d'espèce, Monsieur le Président. Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement. Tous ceux qui avaient été arrêtés n'ont jamais été jugés, Monsieur le Président. Ils sont là, en train de couper dans les geôles du Rwanda, Monsieur le Président, distingué juge. La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale, j'en ai fait état tout à l'heure, lors du résumé des faits. Il y a toute une population qui avait carrément de force délocalisée. Et le haut aux droits de l'homme en a fait état dans son discours, Monsieur le Président, distingué juge. Les autres violations graves des lois et coutumes applicables au conflit armé international dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après. On les énumère, Monsieur le Président, distingué juge, jusqu'au point, je vous fais grâce,
de la lecture de tous ces actes-là, je vous renvoie au texte. Je vous renvoie au texte, Monsieur le Président, pour l'économie du temps. Je vous renvoie au texte, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était la loi 015/22 du 13 décembre 2015, qui définit les crimes de guerre et qui énumère les actes considérés comme crimes de guerre. Donc je vous renvoie au texte de loi pour que nous puissions gagner du temps. Mais tout est repris dans mon réquisitoire, Monsieur le Président, distingué juge. Ça, c'était quand même important de lui. Le fait de diriger international des attaques contre la population civile en tant que telle, ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités. Ça, c'est important également. Je vous renvoie, Monsieur le Président, justement à ce texte-là. Les dispositions du point 4 ci-dessus du présent article s'appliquent au conflit armé ne présentant pas un caractère international et ne s'appliquent pas aux situations de troubles et de tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Elles s'appliquent en revanche aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un État et les autorités du gouvernement de cet État à des groupes armés organisés ou qui opposent des groupes armés organisés entre eux. Il s'agit ici, il ne s'agit pas de cas isolés, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas de cas isolés ici, mais en fait des cas qui opposent de façon prolongée des groupes armés, d'abord entre eux, et puis des groupes armés face aux groupes, aux forces loyalistes. Si ce sont des actes isolés, là, en fait, on n'en tient pas compte, Monsieur le Président. Et puis, ça, c'est le crime de guerre est puni de mort. Il importe de relever de prime abord que les crimes de guerre sont classés par le droit international pénal dans la catégorie des crimes graves, des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et des crimes internationaux. Vous pouvez lire, Monsieur le Président, à toute fin utile, Nyabiru Moumenisonga, droit international pénal, édition droit et société, année 2013, page 188. Il disait ceci, il importe de relever de prime abord que les crimes de guerre sont classés par le droit international pénal dans la catégorie des crimes graves, des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et des crimes internationaux. Il résulte de ce fait que l'approche pendant l'analyse de ces incriminations est particulière. L'usage est de comparer le crime international à un corps humain. En effet, à l'image d'un corps humain qui est constitué de 3 grandes parties, à savoir la tête, le tronc et les membres, les crimes internationaux sont constitués de 3 groupes d'éléments qui sont les éléments contextuels du crime qui représentent la tête, les éléments spécifiques du crime qui représentent le tronc, les éléments de la forme de responsabilité qui représentent les membres. Donc on compare les crimes internationaux à un corps humain. Réparti comme suit, donc le tronc qui représente justement les éléments contextuels, nous avons les membres qui représentent les éléments spécifiques des crimes, et enfin, disons, la tête d'abord, qui représente plutôt, excusez-moi, les éléments constitutifs du crime, les éléments spécifiques représentent le tronc, et puis la forme de la responsabilité, ce sont les membres. C'est ce qu'on appelle l'anatomie ou la matrice d'un crime international. Ceci dit, nous allons, en ce qui nous concerne, ici, analyser les éléments constitutifs des crimes de guerre. Primo, les éléments constitutifs des crimes de guerre. A, l'élément contextuel. Ça, c'est un élément très important. Cet élément nous permet de distinguer, d'une part, les crimes internationaux,
Je disais que cet élément nous permet de distinguer d'une part les crimes internationaux des crimes ou infractions de droit commun, et d'autre part de distinguer les crimes internationaux entre eux. C'est grâce à l'élément contextuel qu'on peut distinguer les crimes de guerre du crime contre l'humanité ou du crime de génocide. Il s'agit de déterminer les circonstances dans lesquelles ou à l'occasion desquelles les faits incriminés ont été commis. Le contexte général qui permet de déterminer un crime de guerre est l'existence d'un conflit armé. Autrement dit, le fait infractionnel doit avoir été commis à l'occasion ou dans le contexte d'un conflit armé. Il faut donc qu'il y ait un lien entre l'acte criminel et le conflit armé. Il faut d'abord commencer par établir ce lien-là. C'est ça justement l'élément contextuel. C'est un élément très important. Si vous arrivez à établir ce lien-là entre l'acte criminel et le conflit armé, alors là, nous sommes dans le cadre justement d'un crime de guerre. Ainsi, pour que cet élément soit établi, il faut la réunion de 4 éléments stricto sensu suivants. Je disais tout à l'heure, l'exigence d'un conflit armé, interne ou international. Deuxièmement, les liens entre le crime et le conflit armé, je viens de le dire. 3, la victime doit être une personne protégée par les conventions de Genève de 1949. Quatrièmement, l'auteur doit avoir eu connaissance des circonstances des faits établissant l'existence d'un conflit armé. Primo, l'existence d'un conflit armé interne. Nous sommes en train justement d'examiner les 4 éléments stricto sensu déterminés par la loi que je viens de nous donner, l'existence d'un conflit armé, les liens entre le crime et le conflit armé. La victime doit être une personne protégée par les conventions de Genève de 1949 et l'auteur doit avoir eu connaissance des circonstances des faits établissant l'existence d'un conflit armé. Nous passons par le premier élément. À 1, l'existence d'un conflit armé interne ou international. Le conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force entre États ou entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un État. Référence, Tribunal pénal international de Yougoslavie, affaire Tadjik, paragraphe 211. Donc ça ne vient pas de moi. C'est la jurisprudence du Tribunal pénal international de Yougoslavie dans l'affaire Tadjik, paragraphe 211. La jurisprudence internationale relève que 2 critères doivent être pris en compte pour déterminer l'existence d'un conflit armé, à savoir l'intensité du conflit et l'organisation des parties. Donc il faut voir d'abord l'intensité du conflit pour déterminer l'existence d'un conflit armé et de 2, l'organisation des parties. Le conflit armé peut avoir un caractère international ou un caractère non international. Lorsque le conflit oppose 2 ou plusieurs groupes armés nationaux entre eux ou un groupe armé national avec l'armée régulière, on parle d'un conflit armé à caractère non international. C'est-à-dire le groupe armé international entre eux ou avec les forces gouvernementales. Ça, c'est fait justement un conflit armé non international. Par contre, lorsqu'un conflit armé oppose 2 États ou leurs armées, on parle là d'un conflit armé international. Dans les cas qui nous concernent, ici nous sommes dans le cadre d'un conflit armé transnational. Transnational. J'ai expliqué tout à l'heure, j'ai dit que entre groupes armés nationaux, et entre groupes armés nationaux face aux forces gouvernementales, conflit armé non international entre 2 armées de pays différents. Ça, c'est un conflit armé international. Et puis, en ce qui nous concerne, il s'agit toujours d'un conflit armé transnational, et je vais expliquer. Dans le cas qui nous concerne, ici nous sommes dans le cadre d'un conflit armé transnational. On sait que ce conflit armé oppose les forces armées de la RDC à un groupe armé national, à savoir les troupes de la coalition AFC M23, mais avec cette particularité que ces troupes-là sont militairement appuyées par l'armée d'un autre pays, en l'occurrence les forces rwandaises de défense, RDF en Français.
C'est ça justement. C'est ce qu'on appelle justement conflit armé transnational. Donc, les groupes armés, un groupe armé national, appuyé par une armée étrangère, comme c'est le cas. En l'espèce, on parle alors de conflit armé transnational. Nous devons rappeler que le conflit armé transnational est assimilé au conflit armé international. Pour déterminer l'existence d'un conflit armé, on tient compte de l'intensité du conflit et l'organisation des parties belligérantes. Tribunal pénal international pour le Rwanda, affaire Bagalichema. TPI-Y, affaire Limage. L'intensité de ce conflit se traduit par sa durée dans le temps, soit, d'ailleurs, en fait, nous sommes en guerre depuis même plus de 25 ans. Mais nous avons pris la période de la résurgence de ce mouvement qui avait été défait depuis 2013. Je prends comme point de départ, disons, la résurgence du mouvement. Ça a duré dans le temps, soit de 2021 à ce jour. Donc l'intensité de ce conflit se traduit par sa durée. Eh bien, c'est une guerre qui a duré. L'ampleur de ses conséquences marquées par l'occupation par les rebelles de larges pans des territoires et le déplacement massif des milliers de personnes fuyant les zones de combat, tant ceux-ci sont intenses. Oui, effectivement, nous l'avions constaté. J'ai été à Goma, Monsieur le Président. Oh, il y avait des milliers de déplacés qui vivaient dans des conditions infrahumaines. Donc c'est ça justement l'un des éléments que je dis. L'intensité de ce conflit se traduit par sa durée, l'ampleur de ses conséquences, notamment le déplacement massif des milliers de personnes fuyant les zones de combat. Les dégâts matériels et les pertes en vie humaine occasionnées par ce conflit. Les dégâts sont légion. Les pertes en vie humaine, Monsieur le Président du Seigneur juge. Mais c'est au-delà. Plusieurs personnes ont été. On parle même de plus de 8 millions de personnes. Plus de 8 millions de personnes. Puisqu'il faut mener des enquêtes approfondies, Monsieur le Président, pour déterminer le chiffre exact des personnes fauchées. C'est ce qui démontre que il y a l'élément intensité bel et bien établi. Quant à l'organisation des parties au conflit, il y a lieu de rappeler ici que le gouvernement congolais, bien qu'ayant engagé les moyens, tant humains que logistiques, le plus costaud dans ce conflit, il n'arrive pas à écraser cette rébellion à cause non seulement de l'appui des puissances étrangères qui l'ont doté des moyens matériels les plus sophistiqués, missiles sol-air, drones kamikazes, pour ne citer que cela. Est-ce que vraiment un groupe armé peut disposer de missiles sol-air? Un groupe armé, Monsieur le Président, ou des drones kamikazes? Non! Nous sommes en face d'une armée étrangère. Je disais ceci, ils sont appuyés par des puissances étrangères qui ont doté des moyens matériels les plus sophistiqués à ce groupe, tel que l'a reconnu le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Mais c'est suite également à quoi? Mais aussi par plusieurs cas de trahison interne. Plusieurs cas de trahison interne. Je crois qu'il a été démontré. Quelqu'un qui travaillait justement dans le centre de coordination des opérations était un agent rwandais. Vous vous rendez compte? Je crois que vous le connaissez, Monsieur le Président du Seigneur juge. Vous vous rendez compte? Donc il y avait non seulement des armes sophistiquées utilisées par les forces ennemies, mais également à l'interne même, nous avions des agents rwandais. Donc nous avons été tellement infiltrés. C'est pour cela que finalement nous avons eu des problèmes sur le terrain, Monsieur le Président du Seigneur juge. C'est comme ça que nous invitons les militaires, tout comme tous les citoyens, au patriotisme, c'est-à-dire l'amour du patrie face à l'ennemi. L'amour du patrie, c'est quelque chose d'extraordinaire. 2. Les liens entre le crime et le conflit. Tous les crimes que les éléments de la coalition FCM 23 ont commis l'ont été en rapport ou à l'occasion des conflits armés. C'est à l'occasion de ces conflits-là que tous ces crimes, Monsieur le Président, ont été commis.
Il en est ainsi notamment des morts et blessés résultant des largages de bombes sur les camps des déplacés. Le meurtre des personnes considérées comme Ouazalendo, c'est-à-dire ennemies, le meurtre de 17 civils, sommairement exécutés dans la localité de Munzinzi, au sud Kivu, des viols, des tortures. La victime était une personne protégée. Donc je suis en train d'énumérer justement tous ces actes-là. J'ai commencé par l'intensité de ce conflit. J'ai expliqué ce qu'on entendait par l'intensité du conflit, les liens entre le crime et le conflit armé. Maintenant, la victime était une personne protégée. La victime, ou du moins les victimes des crimes, doivent être des personnes rentrant dans la catégorie des personnes protégées par le paragraphe 1er de l'article 3 commun du protocole 2 des conventions de Genève, à savoir les populations civiles et les civils. La victime doit être une personne protégée. On énumère les personnes protégées par justement les conventions de Genève. D'abord les populations civiles. Les femmes ou les enfants. Les femmes ont été violées. Les enfants tués, massacrés. Je vous ai parlé de largage de bombes. Il n'y avait que des bébés qui avaient été principalement décimés. Il y a les blessés ou les malades. Je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur le Président. Ils se sont rendus à l'hôpital de Ndosho, où ils ont enlevé tous les malades pour une destination inconnue jusqu'à ce jour. Par pudeur, le haut représentant a parlé de disparition pour une destination inconnue jusqu'à ce jour. Non, ce sont des gens qui ont été massacrés. Les personnels sanitaires et religieux, à cette occasion, même le personnel sanitaire avait été carrément récupéré, enlevé, amené dans une destination inconnue. Les personnes privées de liberté, détenues ou internées. Les prisonniers de guerre. Bref, il s'agit des personnes qui ne participent pas au combat ou qui, ayant participé au combat, ne peuvent plus le faire pour avoir été mis hors combat pour raison de blessures, des maladies ou d'immobilisation par l'adversaire. Dans le cas d'espèces, les victimes des crimes commis par les terroristes de la coalition FCM23, notamment le largage de bombes, dans le cas des déplacés. D'ailleurs, le rapport des experts est versé au dossier. Et ce rapport-là décrit un peu les circonstances dans lesquelles ces personnes avaient été tuées et massacrées. Et les blessés sont devenus pour la plupart des invalides. Dans le cas d'espèces, les victimes des crimes commis par les terroristes de la coalition FCM23, notamment le largage de bombes dans les corps déplacés, la déportation, le viol, les tortures sont des personnes civiles qui ne prenaient nullement part au combat. Les trois éléments que nous venons de voir forment l'actus reus ou les éléments matériels de l'élément contextuel. Point 4. L'auteur avait connaissance de l'existence d'un conflit armé. L'élément intellectuel ou la mens rea, puisque nous devons déterminer l'examen des éléments matériels, l'élément intellectuel ou la mens rea consiste, quant à elle, en la connaissance par l'auteur de l'existence d'un conflit. Dans le cas d'espèces, plus qu'une connaissance de l'existence d'un conflit armé, les dirigeants de la coalition FCM23 proclament et déclarent haut et fort qu'ils sont en guerre et ont engagé des hostilités contre l'armée gouvernementale de RDC pour renverser par les armes le régime de Kinshasa. C'est du reste cela que, prenant fait et cause pour la rébellion, le prévenu Joseph Kabila Kabange qualifie ces actions comme étant la manifestation ou l'expression des aspirations légitimes du peuple congolais. Propos du reste repris pompeusement par son proche collaborateur Kikaya Bin Karoubi lors d'une interview aux États-Unis. Je crois que nous avions balancé les images. Vous avez suivi les propos de Kikaya Bin Karoubi, qui a soutenu sans honte que le mouvement M23, le président Kabila avait les mêmes objectifs que le mouvement M23. Et lui-même, lorsqu'il avait été interviewé par Radio France Internationale, il a déclaré que non, ce qui avait été dit, déclaré par Kikaya Bin Karoubi, correspondait à la réalité. Donc ils sont tous ensemble. Ça, c'est une preuve supplémentaire, Monsieur le Président, distingué juge. Une forme de responsabilité. La forme maintenant de responsabilité en ce qui concerne le prévenu.
Il s'agit ici de démontrer la manière dont l'incriminé a commis le crime ou a pris part à l'exécution ou à la commission du crime. Cette matière est prévue à l'article 21 bis du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015 qui dispose: lorsqu'il s'agit des crimes prévus au titre 9 relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, une personne est pénalement responsable si elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable. 2. Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime dès lors qu'il y a commission ou tentative de ce crime. 3. En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance, ça c'est important, c'est dans le cas d'espèce, à la commission, à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission. Oui, effectivement, le prévenu dispose des moyens colossaux qu'il a mis justement à la disposition de ce mouvement-là pour entreprendre des hostilités contre la RDC. Viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe. Si cette activité ou ce dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, être faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ces crimes. S'agissant du crime de génocide, ça en fait, ça ne nous concerne pas, Monsieur le Président, distingué juge. Ici, nous voulons juste déterminer la forme de responsabilité. Le point 1 qui nous intéresse, qui dit ceci. Lorsqu'il s'agit des crimes prévus au titre 1, au titre 9 relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, une personne est pénalement responsable si elle commet un tel crime que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne. Que cette autre personne soit ou non pénalement responsable. C'est le cas qui nous intéresse dans le cas sous examen. Dans le cas d'espèce, nous avons retenu en ce qui concerne le prévenu Joseph Kabila Kabange la forme de responsabilité individuelle prévue à l'article 21 bis.1, plus particulièrement la perpétration indirecte ou la commission de crime par l'intermédiaire d'un autre. Puisque, d'aucuns peuvent se poser la question de savoir, le combat, la résurgence remonte à 2023. Mais en 2021 plutôt. Mais nous n'avons pas vu le prévenu sur le terrain. Oui, c'est tout à fait normal. La question est réglée par la loi. L'article 21 qui dit elle commet un tel crime que ce soit individuellement, conjointement, avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne. Il y a des exécutants matériels. Lui, au fait, on l'appelle l'auteur derrière l'auteur. C'est comme ça. L'auteur derrière l'auteur. Il y a un auteur. Lui, il est auteur derrière l'auteur. Les autres posent des actes matériels, mais lui, il est quelque part, en tant que patron. Il s'est longtemps caché et finalement, dernière minute, il dit, bon, voilà, il faut que j'apparaisse maintenant. Réorganiser le mouvement. Galvaniser les troupes. Je continue, Monsieur le Président, distingué juge. Dans le cas d'espèce que nous venons de soutenir, nous avons retenu en ce qui concerne le prévenu Joseph Kabila Kabange la forme de responsabilité individuelle prévue à l'article 21 bis.1, plus particulièrement la perpétration indirecte ou la commission de crime par l'intermédiaire d'un autre. Cette responsabilité repose sur l'idée que les auteurs principaux des crimes, ne se trouvant pas uniquement parmi ceux qui exécutent physiquement les éléments objectifs de l'effort. C'est ça que je viens de dire tout à l'heure. Les auteurs principaux des crimes ne se trouvent pas uniquement parmi ceux qui exécutent physiquement les éléments subjectifs ou objectifs de l'infraction, mais également parmi ceux qui, en dépit de la distance qui les sépare du théâtre des opérations de crime, en dépit de la distance qui les sépare du lieu de crime, contrôlent ou dirigent la commission de ces derniers parce qu'ils décident si l'infraction sera commise et comment elle sera commise, Monsieur le Président du Seigneur juge. Donc, il n'y a pas que ceux qui sont sur le terrain en train de combattre, mais ceux qui, à distance, Monsieur le Président, en dehors du théâtre des opérations, contrôlent la volonté de ceux qui perpètrent, ceux qui sont en train de perpétrer ces crimes-là. Et nous tenons cela de qui, Monsieur le Président du Seigneur juge? Décision Thomas Lubanga relative
à la confirmation des charges le 29 janvier 2007, paragraphe 329, Nyabiru Moumenosonga, droit international pénal, page 561, édition droits et des sociétés Kinshasa 2013. Elle résulte de ce que l'auteur intellectuel, autrement dit l'auteur derrière l'auteur, voilà. Elle résulte, je l'ai dit, de ce que l'auteur intellectuel, donc en fait c'est lui l'auteur intellectuel, autrement dit l'auteur derrière l'auteur. Vous voyez le M23 sur le terrain, la coalition est en train d'opérer, mais il y a un auteur derrière l'auteur, qu'on appelle auteur intellectuel. Et tout cela, en fait, je disais, elle résulte de ce que l'auteur intellectuel, autrement dit l'auteur derrière l'auteur, est responsable, car il contrôle la volonté de l'auteur direct. Il est là en train de contrôler la volonté de l'auteur direct. C'est pour cela qu'on l'appelle l'auteur derrière l'auteur. Et vous pouvez lire, à toute fin utile, Nyabiru Moumenosonga, Obsite, page 566. Il est de ce fait possible que les deux auteurs soient pénalement responsables en tant qu'auteurs principaux. L'auteur direct, parce qu'il a exécuté des éléments subjectifs et objectifs du crime. Je disais qu'il est de ce fait possible que les deux auteurs soient pénalement responsables en tant qu'auteurs principaux. L'auteur direct parce qu'il a exécuté les éléments subjectifs et objectifs du crime. Et l'auteur derrière l'auteur parce qu'il exerce un contrôle sur le crime, il exerce un contrôle sur le crime en contrôlant la volonté de l'auteur direct. Affaire procureur contre Germain Katanga et Mathieu Munjo Chui, décision relative à la confirmation des charges, 30 septembre 2008, paragraphe 497, Nyabiru Moumenosonga, Obsite, page 567. Voilà le rôle joué par ici devant le prévenu. Il n'est pas là, par le prévenu fugitif. Il est l'auteur derrière l'auteur. Il est l'auteur intellectuel. Les autres, ce sont des exécutants matériels. Et que ce soit les exécutants matériels, tout comme l'auteur intellectuel, l'auteur de... Tous sont des auteurs. Monsieur le Président, distingué juge. Cette responsabilité pour être établie requiert la réunion des éléments matériels ou objectifs. Là, tout se réussit, c'est les éléments intellectuels ou subjectifs. Les éléments objectifs de la commission du crime par l'intermédiaire d'une autre personne. Il s'agit ici, comme nous l'avions déjà dit, des éléments matériels où l'acte serait eu de cette forme de participation criminelle. A. L'auteur intellectuel exerce un contrôle sur le crime en ayant le contrôle sur la volonté de l'auteur matériel ou sur le groupe. Cet élément est basé sur la relation hiérarchique entre supérieur et subordonné. Et nous venons de démontrer, effectivement, il y a ce lien-là de subordination entre le prévenu Nanga, le condamné Nanga et le prévenu Joseph Kabila. Je disais, cet élément est basé sur la relation hiérarchique entre supérieur et subordonné, l'auteur intellectuel étant supérieur et l'exécutant étant subordonné de par cette relation. L'auteur intellectuel doit s'assurer que les ordres donnés seront exécutés. Donc l'auteur intellectuel doit s'assurer que les ordres donnés seront exécutés. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, il a décidé carrément de se transporter sur le terrain. Il voulait s'assurer que les ordres donnés seront effectivement exécutés. C'est ça justement le but de sa présence à Goma et au sud Kivu à Bukavu. Tel est le cas en l'espèce de la relation entre le prévenu Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie supérieure et auteur intellectuel, et Nanga et sa bande, la coalition FC, subordonnés et exécutants. Le prévenu est leur chef et il a autorité sur tout le groupe. Les faits ont été démontrés que non seulement il a le contrôle sur tout le groupe, mais aussi il a autorité sur tous les membres du groupe. En effet, tout coordonnateur, je l'ai dit plus haut, tout coordonnateur de la coalition FC M23, qui se doit être... On a vu Nanga se faire tout petit et effacer à l'arrivée du prévenu à Goma. Il s'est effacé pour faire place à ce dernier. Il devait, lui et sa bande, aller vers le prévenu, se soumettre au protocole de celui-ci, je l'ai dit tout à l'heure. Soumettre au protocole de celui-ci. Ils ont été fouillés, je vous ai dit tout à l'heure ici, ils ont été fouillés. Hein? C'était une fouille systématique. Ils se sont soumis au protocole de celui-ci parce que tout simplement c'est ce dernier qui est leur boss et leur chef. Cela est du reste, comme je l'ai souligné plus haut, attesté par les déclarations limpides du condamné Éric Nkouba.
membre cofondateur de la coalition AFC M23, fait devant l'officier de police judiciaire, la côte, vous l'aviez, monsieur le président du Sénat B. L'auteur intellectuel entend, pour l'auteur direct, donc l'exécutant, ou le groupe, de commettre des crimes. Étant dans une relation entre supérieur et subordonné, l'auteur intellectuel, le supérieur doit avoir la garantie que les ordres donnés par lui, en tant que chef reconnu, seront généralement exécutés par l'auteur direct ou le groupe. Il est essentiel que le chef ou le dirigeant exerce une autorité et un contrôle sur l'appareil et que cette autorité et ce contrôle soient manifestés dans l'exécution de ses ordres par ses subordonnés. Pour exécuter le contrôle, il peut engager des subordonnés, les former, leur imposer une discipline et leur fournir des moyens. Je disais, pour exécuter ce contrôle, il peut engager des subordonnés, les former. Oui, Nanga a été formé, monsieur le président, il faut leur imposer une discipline et leur fournir des moyens. Il a déboursé suffisamment de moyens pour soutenir cette guerre. Le M23 seul ne pouvait pas, monsieur le président, soutenir cette guerre-là. Il fallait que le boss finance les opérations. Il s'est caché longtemps, pendant longtemps, et finalement, il s'est dit non, cette fois-ci, je dois voir comment les exécutants matériels, les auteurs directs travaillent. Puisqu'ils doivent travailler sous son contrôle, en exécutant sa volonté. Voilà ce que dit la juge. Je disais, pour exécuter ce contrôle, il peut engager des subordonnés, les former, leur imposer une discipline et leur fournir des moyens. Affaire procureur contre Germain Katang et Mathieu Guncholo, décision relative à la confirmation des charges, 30 septembre 2008, paragraphe 712, cité par Niabiru Moumonesson, Opsite, page 870, édition Droits et Sociétés, Kinshasa, 2013. Dans le cas d'espèce, le prévenu Joseph Kabila, un des initiateurs et véritable patron de la coalition FC M23, comme l'a si bien indiqué le ministre Moïndo Nzangi. Vous avez suivi son interview, monsieur le président, il était sur une pirogue, n'est-ce pas, en train de témoigner, monsieur le président du Sénat, et c'était ici, et nous l'avions tous suivi. Donc ça ne vient pas de l'officier monsieur public, ça vient justement du ministre Nzangi, un natif du coin, qui connaît, puis au fait, j'ai déjà assisté à une réunion, à laquelle le ministre Nzangi avait également assisté, monsieur le président, mais lorsqu'il décrit la situation du Nord Kivu, monsieur le président, vous pouvez même pleurer. Donc, il maîtrise ce coin et tous les recoins de Nord Kivu, monsieur le président, tous les mouvements qui opèrent sur le terrain. Donc, c'est une personne, c'est fait. C'est un officiel qui a témoigné, monsieur le président. C'est un officiel qui a témoigné. Donc, il faut prendre au sérieux ces déclarations. Je disais que dans le cas d'espèce du prévenu Joseph Kabila, un des initiateurs de la coalition FCC, comme l'a si bien indiqué le ministre Moïndo Nzangi, après avoir mis les moyens à disposition de ce groupe, lui a assigné une mission et précise certains devoirs à remplir. Pour s'assurer de la bonne exécution de ces instructions, il s'est, je l'ai dit tout à l'heure, il s'est personnellement transporté à Goma, zone sous occupation rebelle, malgré le tollé et la désapprobation que cela a provoqué au pays, pour, entre autres, s'assurer de lui-même de l'accomplissement des tâches et de l'exécution de ses ordres par le groupe, leur assurant ainsi qu'il était avec eux et qu'il pouvait toujours compter sur lui. Lorsque le papa arrive quelque part, monsieur le président, il est accueilli avec pompe, c'est ce qu'il fait. Le cas, monsieur le président. Et généralement, chez nous, on dit quoi? Papa est Nzala, Galesili. Et il s'est transporté, il s'est dit non, je dois descendre, reconforter les troupes, les galvaniser. Et lorsque papa arrive quelque part, mais il ne vient pas les mains vides. Et derrière lui, il traîne des paquets d'argent, des paquets de cadeaux. Pour les bons évoyés, c'est rendu. C'est ça justement le cas. Je disais qu'il s'est pointé sur le terrain, il a démontré qu'il était toujours avec eux. L'élément subjectif de la commission du crime par l'intermédiaire d'une autre personne ou d'un groupe. Il s'agit ici d'éléments intentionnels ou la main serrée. La connaissance par l'auteur intellectuel des circonstances qui établissent son contrôle sur le crime. L'auteur intellectuel sait et est conscient que l'exécutant ou le groupe opérant sous son contrôle posera des actes qui peuvent être de nature criminelle, mais il préfère laisser faire. Et il savait effectivement que le mouvement perpétrait des actes de nature criminelle, mais il les a laissés faire. Il les a même encouragés. Il a déclaré publiquement que ce groupe-là représentait les aspirations du peuple congolais, qu'il ne fallait pas le considérer comme un groupe anarchique, sans revendication légitime, malhonnête d'un État. Non.
C'est ça justement, Monsieur le Président du Sénat. Au lieu de condamner ces actes-là, non, il s'est mis à encourager ce comportement, Monsieur le Président. Et depuis 2021, je ne l'ai jamais entendu condamner ce mouvement. Jamais, en aucun cas. C'est tout simplement, plus on ne savait pas, mais c'est tout simplement parce qu'il était ensemble avec le groupe, Monsieur le Président du Seigneur juge. Dans le cas d'espèce, le prévenu est, en tant qu'ancien chef de l'État, bien placé pour savoir que le M23, qu'il avait du reste prétendument combattu. On croyait au départ qu'ils combattaient ce mouvement, alors qu'ils étaient ensemble. Puisque moi, je me souviens, Monsieur le Président du Seigneur juge, nous sommes tous ici. Le M23, il avait occupé Goma. N'est-ce pas? Lui, il s'est déplacé. Je crois qu'il s'est rendu au pouvoir. Le lendemain, déjà, en fait, il commençait à se retirer. Cela veut dire quoi? Puis ils sont ensemble. Il dit, ben, occupez d'abord. Hein? Occupez. On va régler le reste. Ils occupent. Ils se déplacent. Et le lendemain, ils se sont retirés. C'est pas d'eux-mêmes. C'était pas d'eux-mêmes. C'est puisque lui, il est arrivé là-bas. Monsieur le Président du juge. Il a préparé en âme et conscience ce service de ce groupe pour atteindre ses objectifs, à savoir le renversement du régime par un coup d'État, confère les dépositions du condamné Eric Ngoba. Il devra donc répondre de tous les actes criminels commis par Nanga et tous les groupes dès lors qu'il est établi que ce groupe opère sous son contrôle et son autorité. Il est de ce fait l'auteur intellectuel de tous les crimes commis par les éléments de la coalition FCM 23 que nous avons retenus comme éléments spécifiques et que nous examinons ci-dessous. Ci-dessous plutôt. Éléments spécifiques de crimes de guerre commis par les éléments de la coalition FCM 23, le crime de guerre stricto sensu. Maintenant, les éléments spécifiques. Les actes perpétrés sur le terrain que nous avions foulés sous forme d'actes d'accusation, Monsieur le Président. C'est maintenant que nous voulons examiner les éléments spécifiques. Ici, il s'agit des actes criminels commis par les éléments de cette coalition dans le contexte du conflit armé qui oppose la dite coalition à l'armée gouvernementale des RDC, les forces armées de la République démocratique du Congo et ou aux compatriotes Ouazalines. Ces actes ou éléments spécifiques sont punis par l'article 223 du Code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour. Ces faits infractionnels sont qualifiés de crimes de guerre parce que commis et liés au conflit armé. Donc ces faits sont qualifiés de crimes de guerre parce que commis et liés au conflit armé, comme nous l'avions décrit précédemment. Il s'agit, dans le cas d'espèce, de l'homicide intentionnel ou le meurtre, le viol, la déportation, la torture, les actes contre les biens protégés. Les mots, l'homicide intentionnel ou le meurtre comme crime de guerre, article 223.1 du Code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour. L'homicide intentionnel ou le meurtre est défini comme étant le fait de donner volontairement la mort à une personne vivante et humaine. Likulia Bolongo, droit pénal spécial, page 47, LJDG, Paris 1985. Comme crime de guerre, le meurtre requiert la réunion des éléments matériels et intellectuels ci-après. A. Élément matériel, acte plus reus. L'auteur a tué une ou plusieurs personnes. Il faut que l'auteur ait causé la mort d'une ou de plusieurs personnes. La jurisprudence internationale a jugé que les éléments de meurtre peuvent être considérés comme réunis, quand bien même que le corps de la victime ait été trouvé ou non. L'essentiel étant que même en se servant de preuves indirectes, on aboutisse à la conclusion que la seule plausible et raisonnable que la victime est morte. Donc, ça c'est très important. Puisqu'on peut nous trouver qui ont été tués pendant tout. Nous avons énuméré le nom de certaines victimes par rapport au largage de bombes et même les blessés. Hein? N'est-ce pas? Mais la justice internationale dit, mais non, même si vous ne retrouvez pas le cadavre. Ça c'est la justice internationale. La justice internationale a jugé que les éléments du meurtre peuvent être considérés comme réunis, quand bien même que le corps de la victime ait été trouvé ou non. L'essentiel étant que même en se servant de preuves indirectes, on aboutit à la conclusion, la seule plausible et raisonnable que la victime est bel et bien morte. Ça, c'est jugement Katanga, paragraphe 768. Par ailleurs, l'accusation n'a pas besoin d'établir l'identité précise de la victime ou de l'auteur. Ça, c'est important. L'accusation n'a pas besoin d'établir l'identité précise de la victime ou de l'auteur.
Tribunal pénal international pour la Yougoslavie, ils ont des noms compliqués, VOCHA, paragraphe 260, dont l'accusation n'a pas besoin d'établir l'identité précise de la victime ou de l'auteur. Même si au fait vous vous en tenez, on se réfère à notre doctrine déjà à l'époque. J'étais dans une affaire, l'affaire que vous connaissez, Monsieur le Président, puisque nous sommes ensemble dans cette affaire-là, l'affaire de l'Ituri. Il y a un prévenu qui est poursuivi pour meurtre, je crois, de casque bleu. Le monsieur, comment il s'appelle, Limba. Après, les avocats se sont attaqués à l'officier mission motif. Donc voilà, mais l'officier ministère public n'a même pas indiqué le nom des victimes. N'est-ce pas? Mais j'avais autrefois renvoyé d'abord les avocats à la doctrine, même notre simple doctrine ici. Le professeur Lucola l'a dit. Il suffit que la victime soit identifiable. Et ici, le TPI va plus loin pour dire l'accusation n'a pas besoin d'établir l'identité précise de la victime ou de l'auteur. Mais la doctrine, le professeur Lucola disait qu'il suffit que la victime soit identifiable. N'est-ce pas? Dans le cas d'espèce, il ressort des rapports de plusieurs organisations de droits de l'homme, telles que Human Rights Watch, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, que à Goma, avant-hier, je crois, j'ai suivi à la télévision, le directeur du Human Rights Watch du Sénégal, en train justement de dire les massacres perpétrés par le pendant l'occupation. Il a fait tout un rapport. Ce sont des pièces importantes. Donc tout ce que nous disons ici, Monsieur le Président, nous ne l'avions pas inventé. Ça ne vient pas de nous. Ça vient des organisations fiables, des organisations internationales. Je disais ceci, dans le cas d'espèce, il ressort des rapports de plusieurs organisations de droits de l'homme, telles que Human Rights Watch, le Conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, que à Goma, le 3 mai 2024, les rebelles de la coalition AFCM 23 ont donné la mort à 31 personnes des suites des éclats de 5 bombes larguées sur le camp de déplacés de Lushagala et de Mugunga. Voir les noms repris sur la décision de renvoi. Ils ont, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, tenté de donner la mort à 21 personnes, autres personnes touchées grièvement par les éclats de bombes, si haut mentionnés, et qui n'ont eu la vie sauf que grâce à une prise en charge médicale adéquate. Voir les noms repris sur la décision de renvoi. Nirago, 11 février 2020, Kiziba. Ils ont le chef de la dite localité, le nommé Prosper Kimanuka Musekura, ainsi que 4 membres de sa coalition. En fait, nous avons tenté, à personne interposée, en fait, il y a des avocats qui étaient intéressés, justement pour se porter un parti civil par rapport au cas du chef de secteur qui avait été, chef de localité qui avait été tué. Mais la famille s'est abstenue. La famille se trouve encore de l'autre côté. Donc, par crainte de représailles, non, maître, il ne faut même pas en faire état. Moi, j'interviens en ma qualité de représentant de la société. Puisque la société manifeste sa colère à travers l'officier ministère public. Donc, moi, je prends en charge de tout ça, Monsieur le Président, en tant que représentant d'État. À Niragongo, plus précisément, dans la localité de Ganj, 25 février 2025, ils ont donné à 15 hommes vifs dans un bistrot. Ils ont, lors de l'occupation à force ouverte de la ville de Goma, à partir du 27 janvier 2025, ville peuplée de millions de personnes, majoritairement civiles, aveuglément tiré à l'arme lourde et autres armes de tout calibre, causant de ce fait la mort des milliers de personnes parmi la population civile. Nous sommes aujourd'hui au-delà de 8000 tués, gratuitement. De même, lors de l'occupation à force ouverte de la ville de Bukavu le 11 février 2025, ils ont donné la mort par balle à plusieurs personnes. Ils ont dans la localité de Munzinzi, chefferie de Ngwesh, territoire de Oualungu, dans la province du Sud Kivu, le 22 juin 2025, en représailles aux lourdes pertes qu'ils ont subies alors qu'ils tentaient de déloger les FARDC, donné la mort en les exécutant sommairement à 17 personnes, dont 10 d'entre elles plutôt, ont pu être identifiées, en l'occurrence les nommés Taoru, Katema, Mugula, Bissimwa,
Pundulamigwisho, Mwenekatema, Pascal, Bikalira, Rusinga, Muregwa et Machanza Sikulu avec les FARDC et les Wazalendo. Voilà pourquoi on les a massacrés, monsieur le président, distingué juge. Les dites personnes étaient protégées par les conventions de Genève de 1949. L'article 223 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété à ce jour, dispose: aux fins de la présente loi, on entend par crime de guerre les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il vise des personnes ou des biens protégés par des dispositions des conventions de Genève. Ainsi donc, la victime ou les victimes visées par les actes mortels doivent être des personnes protégées à l'article 3 commun aux conventions de Genève, à savoir les prisonniers de guerre, les blessés ou les malades, les personnes sanitaires et religieuses, la population civile et civile, les personnes privées de liberté, détenues ou internées, les femmes et enfants ou la population d'un territoire occupé. Bref, il s'agit des personnes qui ne participent pas au combat ou qui, ayant participé au combat, ne peuvent plus le faire pour avoir été mis hors combat pour raison de blessures, maladies ou d'immobilisation par l'adversaire. Dans le cas d'espèce, toutes les personnes tuées dans la province du Nord-Kivu, telles que mentionnées plus haut, ainsi que celles exécutées sommairement dans la localité de Mouzis et dans la province du Sud-Kivu, sont des civils ne participant pas aux hostilités. Élément intellectuel. L'auteur doit seulement être habité par l'intention de donner la mort à la victime ou de porter une atteinte grave à son intégrité physique, malgré le fait qu'il sache que cette personne ne prenait pas part au combat et qu'elle était une personne protégée. TPR, affaire Akaye sous paragraphe 780. Dans le cas d'espèce, l'élément moral réside dans le fait que les militants de la coalition FCM23 ont volontairement donné la mort à toutes les personnes que nous avions citées si haut. Nous pensons ainsi que les éléments tant matériels objectifs que les éléments intellectuels subjectifs du meurtre de guerre prévu à l'article 223.1 A du Code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour sont établis dans le cas d'espèce. Passons à l'examen d'une autre prévention, le viol comme crime de guerre, article 223.2 E du Code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour. Le viol est défini par la jurisprudence internationale comme étant une invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d'autrui sous l'emprise de contraintes. TPIR, affaire Akaye sous paragraphe 596. Pour être établi comme crime de guerre, le viol requiert la réunion des éléments matériels et intellectuels. A, éléments matériels. Les éléments matériels qui forment la TUS réus de viol comme éléments spécifiques de crime de guerre sont la pénétration sexuelle, même superficielle, d'une partie du corps de la victime ou de l'auteur par un organe sexuel, ou de l'anus ou de vagin de la victime par un objet ou toute autre partie du corps. L'emploi par la force de la menace ou de la contrainte contre la victime ou une tierce personne. Le comportement doit avoir lieu dans le contexte d'un conflit armé international. Chez nous, c'est transnational, mais assimilé au conflit armé international. Dans le cas d'espèce, toutes les femmes ont été soumises au rapport sexuel leur imposé par la pénétration des organes sexuels masculins des combattants de la coalition FCM23 dans le vagin de chacune sous menace d'armes pendant la campagne d'agression que menaient ces hommes dans le contexte d'un conflit armé international alors qu'ils étaient sous le contrôle et l'autorité du provenu Joseph Kabila Kabange. Il s'agit notamment de la dame violée devant son fils au camp militaire de Sayo à Bukavu le 11 mars 2025 par 5 éléments M23, de la femme violée au centre de santé d'Irambo le 18 mars 2025. Une personne qui se trouve entre les mains de médecins, on l'enlève, on la viole. Mais ça, c'est extrêmement grave. Il importe de signaler ici que, selon le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, les combattants de la coalition FC 123 ont mené une campagne de viol dans les zones occupées. Il est de ce fait établi qu'il est enregistré un cas de viol d'enfants mineurs toutes les 30 minutes. Ça ne vient pas de moi, Monsieur le Président, ça vient justement
du haut-commissaire aux droits de l'homme, il a dit ça, je crois que le rapport est versé au dossier. Je ne sais pas si je peux retrouver rapidement le cas. Voilà. Près de 40% des survivants des violences sexuelles et basées sur les genres sont des enfants. Ça ne vient pas de moi. Au commissaire aux droits de l'homme. C'est lui qui l'a dit, Monsieur le Président. Hein? C'est une personne fiable. Plus de 40% des survivants des violences sexuelles et basées sur les genres sont des enfants. D'après l'UNICEF, ça ici c'est l'UNICEF, au plus fort du conflit, un enfant a été violé toutes les 30 minutes. Un enfant ou une petite fille était violée toutes les 30 minutes. Vous vous rendez compte, Monsieur le Président? Donc toutes les 30 minutes, une petite fille était violée, Monsieur le Président. C'est extrêmement grave. Je disais, comme nous l'avions déjà évoqué dans l'analyse de cet élément, lors de l'examen les éléments de la coalition FC en posant ces actes de viol avaient la connaissance. Non, en fait, j'ai pas encore terminé, je reprends ce que je viens de dire tout à l'heure. Il importe de signaler ici que selon le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, les combattants de la coalition FCM 23 ont mené une campagne de viol dans les zones occupées. Il est de ce fait établi qu'il est enregistré un cas de viol d'enfants mineurs toutes les 30 minutes. L'élément intellectuel elle consiste en la connaissance par l'auteur ou les auteurs des circonstances des faits établissant l'existence d'un conflit. Comme nous l'avions déjà évoqué dans l'analyse de cet élément lors de l'examen de la mens rea, l'élément contextuel, les éléments de la coalition FC, en posant ces actes de viol, avaient la connaissance de l'existence d'un conflit armé parce qu'ils déclaraient haut et fort être en guerre contre le régime de Kinshasa. La prévention suivante, donc nous avons commencé par l'homicide, en passant par le viol. Maintenant, nous parlons de la déportation comme élément de crime. Article 223, point du Code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour. Le dictionnaire pratique du droit humanitaire définit la déportation comme étant le fait de contraindre une personne ou un groupe de personnes à quitter leur lieu de résidence habituel pour un autre souvent éloigné et dans des conditions difficiles, que ce soit dans un but de punition, d'exil ou de relégation ou de persécution. Pour être établie, cette incrimination requiert la réunion des éléments matériels et intellectuels ci-après. Les éléments matériels. L'auteur a déporté ou transféré une ou plusieurs personnes dans un autre État ou un autre lieu. L'auteur doit avoir poussé une personne ou un groupe de personnes à quitter contre sa volonté ou leur volonté son milieu habituel d'habitation pour se rendre à un autre lieu qu'ils n'ont pas choisi ou qu'ils n'ont pas choisi. Dans les cas d'espèce, les autorités de la coalition FCM 23 ont chassé sans ménagement des déplacés installés dans les cas de déplacés de Boulengu, Bouchagala et Kanyarushina le 9 février 2025 qu'ils ont renvoyés à des destinations inconnues et non désirées ou choisies par ces personnes. Les pièces sont versées au Monsieur le Président du Seigneur juge. Il y a effectivement les déplacés de ces différents camps ont été pris de force et renvoyés